Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Corinne François Denève. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université de Dijon. Vous avez fait une thèse sur le roman de l'actrice. Vous avez travaillé en études actorales sur Vivienne Leigh et sur Greta Garbo notamment. Vous avez traduit également du suédois les dramaturges femmes du temps de Strindberg, la comédienne d'Anne-Charlotte Leffler, suivie de la Juliette de Roméo de Victoria Bennigsen et l'avant-scène théâtre en mai 2005, c'est paru. Voilà. Et puis ensuite, donc, vous avez été directrice de la compagnie de théâtre Freya et ses chattes dédiée au matrimoine scandinave. Vos recherches se consacrent aussi au lien entre littérature et histoire, voilà, qui m'intéresse fortement, à l'humour, aux liens majeurs-mineurs. Vous avez publié notamment une biographie de Johnny Hallyday, Johnny a 20 ans, au Diable Vauvert en 2013. Vous regardez avec passion de nombreuses séries populaires du service public et pourquoi pas d'ailleurs faire une émission thématique sur cela, Corinne, je vous fais un petit appel du pied. Mais aujourd'hui, on va aussi parler d'une série populaire qui a été très populaire et on va voir cet aspect-là, une série du patrimoine, d'ailleurs on pourrait dire audiovisuel français et francophone, Corinne, la série Maigret. Alors, peut-être pour commencer l'émission, en introduction, présentez-nous plutôt ces séries Maigret qu'il y a eu. Voilà, on se gardera pour plus tard alors l'émission sur Plus belle la vie, mais j'ai bien entendu l'appel du pied. Mais on est plusieurs universitaires à regarder Plus belle la vie, donc ça sera pour une prochaine émission. Là, pour l'instant, en effet, on va se consacrer au Maigret. Alors, il y a eu plusieurs séries de Maigret, donc on va opérer un choix parce qu'on ne peut pas parler de tout. On va plutôt se concentrer en fait sur la série française qui a été diffusée entre 67 et 90, qui est une série qui a été en gros pilotée par Claude Barma, mais pas seulement lui, avec Jean Richard dans le rôle de Maigret. Et puis, quasiment tout de suite après, il y a eu une autre série qui a duré quand même assez longtemps également, entre 91 et 2005, avec Bruno Kremer. Donc ça, c'est vraiment les deux séries françaises, mais aussi pour la série Kremer avec coproduction européenne, qui ont vraiment occupé l'écran pendant des décennies. On pourra parler aussi un petit peu de la toute dernière série en date, c'est celle qui est diffusée en Angleterre, mais elle est passée aussi en France. Elle a été tournée entre 2016 et 2018. Il y a seulement 4 épisodes. Ils ont arrêté, peut-être parce que ça marche pas. Cette fois-ci, c'est avec Rowan Atkinson, un petit peu inattendu pour Maigret, mais pourquoi pas. Et puis, on pourra peut-être parler aussi un petit peu d'une série italienne qui a été diffusée entre 64 et 72 avec Gino Cervi, qu'on connaît, nous, par les Don Camillo, mais qui était aussi un très, très grand nom du théâtre. On voit bien que le personnage de Maigret inspire les showrunners, pas d'ailleurs que les showrunners, on va le voir aussi avec le cinéma. J'ai une première question. Georges Simenon, c'est un auteur très connu en Belgique et d'ailleurs en Europe, et on voit bien que très rapidement, son œuvre romanesque a été transposée dans différents médias. Oui, alors Simenon, il commence comme journaliste et il écrit très vite et beaucoup. Et en fait, des ouvrages qui sont souvent des ouvrages policiers, mais pas seulement. Donc, le cinéma va très, très vite s'emparer de Sept Man, parce que c'est des formidables histoires aussi. On reviendra là-dessus, parce que c'est ça qui fait aussi la fortune et la beauté de la série télévisée. Et en fait, dès les années 30, le cinéma s'empare d'œuvres de Simenon, de Maigret, mais pas seulement. C'est le cas avec La Nuit du Carrefour. Donc, c'est pas très étonnant que la télévision se jette sur ses œuvres, sachant que Simenon était aussi attentif à ce que ses œuvres soient adaptées et diffusées pour des raisons en fait marketing aussi. Il était extrêmement attentif à la négociation des droits et
à ce que ça voulait dire. Enfin, bon, c'était aussi quelqu'un qui voulait que sa production soit rentable. Donc, c'est pas très étonnant que le personnage de Simenon ou que toute l'œuvre, pardon, le personnage de Maigret ou que toute l'œuvre de Simenon soit apparue sur divers supports. D'ailleurs, ici, on parle que séries télé et je mentionne le cinéma, mais c'est aussi passé au théâtre. Hein, il y a aussi eu des adaptations pour le théâtre. Et puis, si on veut vraiment parler de tous les produits dérivés autour de Simenon et Maigret, hein, il y a même eu des choses comme le cahier de recettes de Madame Maigret, auquel Simenon a fait une préface. Donc oui, la manne Simenon est une manne extrêmement précieuse et très abondante pour le cinéma et pour la télévision. On a parlé là des séries françaises. Ce qui a peut-être aussi d'intéressant à noter, c'est que l'apparition de Maigret, puisque là on resserre sur Maigret, c'est d'abord dans des unitaires. Le phénomène de la série n'est pas encore apparu, et c'est aux États-Unis que ça commence. Bon, Simenon a aussi vécu aux États-Unis. Il écrit du policier, donc on peut se dire que ça intéresse aussi les Américains. Le premier unitaire autour de Maigret, c'est en 1950, donc aux États-Unis, Stan the Killer. Et en fait, il y en a un autre, une adaptation de La vieille dame de Bayeux, en 52. Il y a ensuite des séries qui vont d'abord être au Canada et puis aussi en Grande-Bretagne. La France, finalement, est un petit peu à la traîne, sauf que avant la série Jean Richard, qui commence donc en 67, on peut noter qu'il y a eu un unitaire sur Maigret, c'est Liberty Bar, qui avait été adapté en 60, donc, avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Marie Coldefy. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce Jean-Marie Coldefy fera aussi une réalisation dans la série Jean Richard et le Maigret de l'époque, parce qu'on va voir aussi que l'incarnation de Maigret par un acteur, c'est quelque chose qui marque. Hein, généralement, on parle justement de la série Jean Richard ou de la série Bruno Kremer avec les admirateurs de l'un et les admirateurs de l'autre. Le rôle, en fait, de Maigret était là tenu par Louis Arbessier, qui était un grand acteur de théâtre. Et là encore, l'anecdote veut qu'on retrouvera Louis Arbessier, qui avait donc été le premier Maigret de la télévision française, dans un épisode de la série Jean Richard dans les années 70. On le retrouve, il passe en fait dans Le voleur de Maigret, mais donc dans un autre rôle. Et en fait, ce Liberty Bar, cet unitaire français, il est quand même assez intéressant. Donc, il est diffusé en juin 60, parce qu'il est assez novateur d'un point de vue esthétique. Il y a une sorte de monologue intérieur, et puis il y a des sortes aussi de regards caméra, comme si le cinéma, un petit peu nouvelle vague, en fait, influençait cet unitaire télévisuel, mais ce mélange des esthétiques est sans doute pas très étonnant. Alors, j'ai parlé de la série canadienne, 55-59, la série britannique c'est 60-63, et il y a aussi la série très intéressante en fait qui est donc en Italie avec Gino Cervi, 64-72, c'est en noir et blanc. Et en fait, il y a 4 cycles, et ça commence en fait par l'adaptation de Cécile est morte. Et d'ailleurs, la série Jean Richard commencera aussi par Cécile est morte. Ce qu'il y a d'intéressant en fait dans cette série italienne, c'est que comme les séries françaises après, elle se fait sur le service public. Comme si, en fait, Simenon et Maigret étaient un bon produit pour le service public. D'ailleurs, on pourra s'interroger sur ça ensuite. Il y a une chercheuse italienne qui a travaillé sur cette série, qui s'appelle Elena D'Agrada. Et en fait, elle qualifie justement cette série de structure pré-sérielle. Donc, c'est pas encore vraiment une série, c'est un petit peu le début des séries. Pourquoi c'est pas une série? Parce qu'en fait, c'est une structure à suite. Donc, en fait, les épisodes déroulent un ordre chronologique et le dernier épisode se terminera par la retraite de Maigret.
qui au début est d'ailleurs très français, puisqu'en fait on voit des plans sur la Tour Eiffel et tout ça, et puis qui ensuite est beaucoup moins français, puisqu'on le voit prendre sa retraite visiblement plutôt en Italie. Alors c'est une série plutôt psychologique, et puis c'est surtout une série, donc encore une fois très service public, hein, puisque c'est produit par la RAI, qui à l'époque en fait est l'objet d'une concession du monopole d'État. Et en fait, il y a aussi une grande emprise de la censure catholique. On va éliminer en fait dans les intrigues, et c'est pas facile parce qu'il y en a quand même beaucoup, l'adultère, l'homosexualité, un petit peu trop de prostituées. On ajoute en fait des choses bien pensantes. Il faut aimer son père et tout ça et tout ça et tout ça. Et puis alors là, pour le coup, d'un point de vue esthétique, en fait, c'est encore très très théâtral parce que le réalisateur de l'époque vient du théâtre, Gino Cervi vient du théâtre également, et donc il y a un petit peu un côté, alors pas qualité française, mais qualité italienne dans cette série. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que l'adaptation des Maigret, héros français, s'il en est, passe d'abord par des canaux étrangers. Je pourrais vous parler aussi d'une série néerlandaise entre 64 et 68. Il y a même en fait une série japonaise qui a été faite, où en fait Simon aurait dit que la meilleure Madame Maigret, c'était justement la Madame Maigret japonaise. Et il y a même une série soviétique en fait entre 69 et 82. Donc Simon propice à l'intermédial, Maigret propice à l'intermédial, puis on voit aussi que c'est propice en fait à des adaptations un petit peu tous azimuts, puisque beaucoup de pays s'en sont saisis. Effectivement, Maigret, personnage international, voire mondial, vous l'avez dit, hein, avec des passages par les États-Unis, par l'URSS en pleine guerre froide, par le Japon. C'est très intéressant et on voit bien que c'est un personnage qui, dès les romans de Simenon, peut paraître universel là-dessus. Alors, ça serait intéressant, avec vous, qui êtes professeur de littérature, qu'on voit ensemble maintenant, Corinne, si ça vous convient, qu'on voit comment était ce personnage Maigret, tel que Simenon l'a décrit, et de voir comment il a changé de média pour être transposé ensuite sur le petit écran. Oui, alors tout à fait. Alors le personnage de Maigret, en un sens, c'est aussi une série. Enfin, c'est plutôt un cycle. Alors on sait que Simenon a écrit des Maigret à côté d'autres romans. Ces autres romans, il les appelait les romans, les romans durs ou les romans de la destinée. Et puis donc il y a le cycle des Maigret, qui en soi d'ailleurs a aussi une chronologie tout à fait précise, puisqu'il y a des périodes qu'on peut délimiter très facilement. Le personnage de Maigret, il naît autour des années 1930. Simenon a déjà écrit, il a déjà manié des personnages de juges, d'inspecteurs. Et puis, il y a un Maigret qui fait son apparition dans certains romans et il va avoir un contrat pour faire une série de 6 romans d'abord autour de ce personnage de Maigret. Ça va se passer en fait chez Fayard, entre les années 31 et 34. D'ailleurs, le lancement du personnage de Maigret est vraiment une opération marketing, puisqu'il y a un bal anthropométrique, et donc on lance Maigret à cette occasion. Pour l'anecdote aussi, mais c'est quand même assez intéressant, pour les couvertures des premiers Maigret, c'est Simenon qui a insisté pour que les couvertures soient illustrées d'une photographie. Donc il y a déjà un rapport avec l'image et avec ici l'image fixe, mais un lien qui va très vite porter vers l'image mobile. Donc il va écrire ses Maigret en fait pendant les années 31-34, et puis en fait il va mettre fin à cette série de Maigret comme ça en 34. Mais Maigret va faire son retour, et justement avec un roman qui s'appelle Maigret revient, en 42. Alors cette fois-ci, Simenon est passé chez Gallimard, et puis la suite ne va pas s'interrompre, avec encore un changement d'édition aux presses de la Cité, puisque les Simenon en fait Simenon va écrire Maigret jusqu'en 72, hein, le dernier c'est Maigret et Monsieur Charles. Alors en tout, ça fait 75 romans et 28 nouvelles, donc c'est une masse absolument
énorme dans laquelle on peut puiser. Il y a une sorte d'apax dans cette masse. C'est en 1951 un ouvrage qui s'appelle Les Mémoires de Maigret. C'est pas un policier, mais c'est un récit à la première personne par le commissaire. Il fait le récit de sa vie à un certain Sim, Sim qui était un des pseudos de Simon. Alors, c'est un des Maigret qui n'est pas adapté puisque la forme ne s'y prête sans doute pas. Alors, le personnage de Maigret, donc au début, peut-être que Simon n'y croit pas, puis après, il se rend compte que c'est un personnage intéressant et puis que la série peut être lucrative, donc il va s'affiner. Dès le début, en tout cas, il est censé être un personnage. En fait, Simon emploie l'expression masse plébéienne, et il a déjà une sorte d'uniforme avec son chapeau mou et ses pipes, donc ça donne déjà des indices un petit peu iconaux pour les futurs adaptateurs et réalisateurs. Il va être nanti d'une femme, mais pas tout de suite. On sait que Madame Maigret est presque aussi importante que la femme de Colombo, sauf que Madame Maigret, on la voit et elle parle. Et puis en fait, on va doter petit à petit, en tout cas Simon va doter petit à petit ce Maigret d'une généalogie et d'une psychologie. On sait que le père de Maigret, alors c'est pas le cas dans le premier Maigret qui est Piotr le Letton, mais ensuite on sait que le père de Maigret est régisseur d'une propriété en Bourbonnais. Tout ça, ça reviendra aussi dans l'affaire Saint-Fiacre. On sait qu'il entre dans la police par hasard, qu'il aurait préféré la médecine, mais la mort de son père fait qu'il abandonne ses études de médecine. Il rentre donc dans la police. On sait exactement son adresse. Bon, il habite un peu place des Vosges, mais aussi boulevard Richard Lenoir. On sait donc qu'il a une femme. On devine qu'il y a eu une petite fille morte en bas âge et que donc il n'y a pas d'enfant dans cette famille. On sait même que la famille de sa femme est originaire d'Alsace et qu'elle a un chalet au col de la Schlourte. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement situé et situé dans une France extrêmement reconnaissable. Alors il y a un chercheur dans les années 1981 qui s'appelle Jean Fabre qui a soumis le personnage de Maigret à un essai de sociocritique et il voit Maigret comme absolument exemplaire de la petite bourgeoisie. Il en fait même en fait un entrepreneur figure de la petite bourgeoisie. Parce qu'en un sens, Maigret, avec ses aides et ses inspecteurs, il a une sorte de petite entreprise qui est fondée sur un modèle paternaliste. Et toujours selon Jean Fabre, Maigret, il est néophobe, il n'aime pas la modernité. Et toujours selon Jean Fabre, Maigret, il est apolitique. Alors on va revenir justement sur ça, je pense, plus tard, sur le rapport à l'histoire ou à la politique. Et de façon générale, Fabre dit que au début, bon, le monde de Simon, c'était peut-être un petit peu à droite dans les années 30, et puis ça se gauchit un tout petit peu après. Mais en tout cas, il conclut en disant que Maigret, c'est le héros positif et rassurant, porteur de valeurs authentiques. Alors, il assure l'ordre sous les apparences, avec une sorte de répression douce et humaine. Alors, en effet, si on regarde ce personnage de Maigret, c'est vraiment un personnage rassurant d'une certaine France. Il s'appelle Jules, sa femme s'appelle Louise, il aime la blanquette de veau et la choucroute, alors pas trop le champagne parce que ça lui fait mal à la tête, pas trop le cinéma, mais il finit par acheter une télé parce que Madame Maigret en veut une. Ce serait, si l'on veut, le Français moyen idéal. Alors, il est né dans les années 30, mais si les séries françaises commencent dans les années 60-70 jusque dans les années 2000, c'est le Français moyen idéal d'une sorte de période des 30 glorieuses où on pouvait encore croire, en effet, à des choses rassurantes. Donc, le personnage de Maigret, il facilite une identification du lecteur dans un premier temps, et puis du spectateur dans un second temps. C'est aussi un provincial, c'est aussi un terrien, c'est un méritocrate qui se méfie des grands de ce monde, qui n'a pas les codes de la haute société, qui souffre, pourrait-on dire, d'une sorte de syndrome de l'imposteur. Ça se voit bien en fait dans l'affaire Saint-Fiacre, puisqu'il revient en fait voir cette grande famille sur les terres de laquelle son père a été régisseur. Il y a aussi des allusions à l'ami d'enfance de Maigret,
Maigret, en fait, justement, l'ami compare son père à un domestique, ce qui déclenche la fureur de Maigret. Donc, il y a ce syndrome d'imposteur, il y a le méritocrate, il y a le transfuge de classe, peut-être aussi, pourrait-on dire. Bref, peut-être que les analyses de Bourdieu pourraient aussi s'appliquer au personnage de Maigret, avec aussi cette idée que ce personnage moyen ou médiocre, dans le sens le plus neutre du terme, refuse l'hubris, puisqu'à la fin, on va lui proposer la direction de la PJ, et il va la refuser parce qu'il ne veut pas finir sa carrière dans un bureau. Donc, un personnage médiocre. Il y a aussi une autre piste qui fait l'intérêt du personnage de Maigret à la fois pour la littérature et pour le cinéma et pour la télévision. C'est aussi peut-être le lien avec le conte, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque Simenon décrivait en fait son Maigret comme un croque-mitaine ou comme un ogre. Bon, c'est des histoires forcément qui intéressent. Dans sa façon d'enquêter, c'est une sorte d'analyste, donc c'est intéressant également à regarder. Et puis, à mon avis aussi, ce qui fait de Maigret un personnage absolument intéressant et absolument adaptable parce qu'on peut s'y identifier facilement, c'est que c'est un personnage faillible. C'est un personnage extrêmement quotidien, alors qui attrape des rhumes, qui s'endort au cinéma. Et puis, toutes les affaires auxquelles est confronté Maigret ne sont pas résolues. Hein. Vous avez quand même Maigret se trompe, un échec de Maigret. Donc, c'est pas un super-héros. Et puis, il aime les chiens maltraités, les servantes bafouées, les clochards, les prostituées. Il est en un sens hypersensible. Il le dit bien, il ne comprend pas tout et il ne juge pas. Il y a une certaine méfiance chez lui en plus de l'institution judiciaire. Hein, il n'est pas très ami des juges. Ça se voit en fait dans Maigret aux assises et dans Maigret se défend. En un mot, en fait, c'est un fonctionnaire, donc c'est parfait pour la France des 30 Glorieuses, mais en même temps, c'est un fonctionnaire un petit peu anticonformiste. Donc, il satisfait à la fois la branche ordre et la branche anarchiste, si on veut. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui rêve d'un ailleurs. Hein. Dans Maigret et l'homme du banc, en fait, l'homme du banc, justement, c'est aussi un homme qui rêve d'un ailleurs et qui s'achète des souliers jaunes, qui est absolument excentrique. Et en fait, on apprend que Maigret rêvait aussi de s'acheter des souliers jaunes, mais il n'a jamais réussi à le faire parce qu'il était un petit peu enserré dans un conformisme social. Donc, il y a un espace qui s'ouvre même autour de Maigret. En fait, Michel Lemoine, qui est un critique, qui a réfléchi sur le personnage de Maigret, il dit « Maigret, c'est notre prochain, c'est le policier des âmes ». Daniel Bajomet dit que c'est l'homme du juste milieu, mais en fait, c'est aussi nous en mieux. Alors, il y a aussi des gens qui disent que c'est Simenon en mieux, mais c'est aussi nous en mieux. Donc, en fait, le personnage de Maigret, je pense qu'il est parfait pour la série telle qu'elle se situe en France. Et puis l'aubaine aussi, c'est que c'est des histoires absolument merveilleuses. Hein. On dit que Maigret, c'est le raccommodeur de destinée. Donc il y a un foisonnement d'histoires vraiment excellentes, et très bien racontées, avec une psychologie très fine. Et dernière chose aussi qui, à mon avis, favorise l'insertion de Maigret dans la télévision, c'est que c'est un personnage très situé, comme je l'ai dit, mais qui voyage finalement beaucoup, puisque son auteur lui permet d'aller aux États-Unis, chez les Flamands, avec la série Kremer en Finlande et tout ça, et qu'évidemment, il traverse beaucoup de milieux, hein, que ce soit le milieu en fait des bars de Montmartre, des aristocrates, des bistrots, des employés, enfin, donc du coup, c'est quelque chose qui est vraiment une mine pour les adaptations. Alors après, on pourrait se dire aussi que c'est un personnage presque idéalement télévisuel, parce que, bon, c'est souvent ce qu'on dit en fait des policiers, voilà, c'est pas très écrit, donc c'est très cinématographique. Alors déjà, je suis pas sûre que ce soit ça, parce que c'est un personnage extrêmement mutique, Maigret. Donc il faut quand même penser que Maigret à la télévision, c'est un personnage qui va peut-être pas beaucoup parler, mais qui va beaucoup observer, regarder. Donc c'est un petit peu atélévisuel et cinématographique. D'ailleurs, dans les parodies hein, des séries, que ce soit avec Jean Richard ou avec Bruno Kremer, c'est toujours il prend sa pipe, il laboure pendant 25 minutes et ensuite il résout l'enquête sans rien dire. Alors c'est vrai, c'est un peu ça. C'est un personnage aussi quand même assez plastique. Il y a beaucoup de gens qui ont incarné Maigret avec succès parce qu'en fait, c'est plutôt Maigret qui peut s'incarner dans tout le monde à partir du moment où c'est le français moyen.
Donc, s'il est pris en charge par un acteur qui pourrait faire français moyen, selon le français moyen de l'époque, Jean Richard dans les années 60-70, Bruno Kremer dans les années 90-2000, eh bien, ça pourra être Maigret. Et puis peut-être dernière chose aussi sur cela, est-ce que Maigret, c'est un cycle en soi? Oui. Et puis, il y a quand même des phénomènes sériels, en fait, dans l'écriture de Simenon lui-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des retours de scènes primitives, le lien avec la médecine, l'enfant de cœur. Donc, en fait, aussi, c'est des livres et des séries qui peuvent se lire et se regarder à plusieurs degrés différents. C'est-à-dire, il y a ceux qui connaissent très bien Simenon et Maigret et qui diront alors ça c'est le témoignage de l'enfant de cœur, donc c'est Maigret et l'enfant de cœur, mais ça fait allusion à telle chose, c'est Simenon, et puis on retrouve ça aussi dans un autre Maigret. Et puis il y a ceux qui pourront simplement profiter d'une intrigue, en plus pas très gore, regardable, qui parle plus de psychologie, et puis qui montre des beaux paysages. Donc en fait, il y a tout cela, à mon sens, qui fait que Maigret est vraiment un personnage idéal pour la télé française, voire pour, avec le côté psychologue, d'autres télévisions, sachant que du coup, le français moyen devient peut-être le russe moyen, le japonais moyen. Voilà, la plasticité du personnage peut en fait expliquer tout cela. C'est effectivement, Corinne, ce que vous venez d'évoquer ici, très intéressant par rapport aux diverses adaptations qu'il y a eu. Alors, vous avez dit, on ne va pas bien sûr toutes les détailler parce qu'il y en a eu énormément et aux quatre coins du monde. J'aimerais qu'on revienne sur les trois principales, les deux francophones, vous l'avez dit, hein, avec celle avec Jean Richard, puis celle à partir des années 90 avec celui qui est sans doute peut-être le plus connu récemment, en tout cas, Bruno Kremer. Et en faisant aussi ce petit pas de côté, peut-être si ça vous est possible, Corinne, pour aller de l'autre côté de la Manche avec Rowan Atkinson qui, lui, par contre, c'est vrai, pouvait, ceux qui ne le connaissent pas, ça a été Mr Bean, ça a été aussi dans la série Blackadder qu'on a vu avec James Connolly outre-Manche, quelqu'un de très connu, mais qui peut nous paraître à nous, Français, peut-être un peu bizarre en Maigret. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout ça, voir comment tout ça a été adapté, voir les évolutions aussi qu'il y a eu de l'adaptation à travers ces différentes séries des romans de Simenon? Alors, si on commence en fait chronologiquement, le premier Maigret de la télévision française dans la série, c'est donc Jean Richard. Alors, cette série, en fait, c'est un pur produit ORTF, hein, où on cherchait quelque chose quand même d'un petit peu littéraire pour faire une adaptation qualité française. Et c'est une des plus longues séries. Il y a quand même 72 romans qui vont être adaptés sur 75 et 13 nouvelles sur 28. Et il y a même parfois des romans qui sont adaptés 2 fois. La tête d'un homme, par exemple, et La nuit du Carrefour, ça a été l'objet de plusieurs adaptations et réadaptations. Claude Barma est aux commandes, mais en même temps, il y a d'autres réalisateurs en fait qui vont s'occuper de cette série et pas des moindres en fait. Et de même pour les scénaristes, hein, il y a même Francis Lacassin, Stéphane Bertin et puis Joël Goron qui vont être scénaristes sur la série Jean Richard. Alors, la série Jean Richard, en fait, ce qui est d'étonnant, parce qu'on vient de parler de Rowan Atkinson, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez Jean Richard en Maigret, c'était pas forcément évident non plus, parce que Jean Richard, c'était un peu le fantaisiste de la télévision française. Alors, il avait un nom, donc c'est sans doute aussi pour ça qu'on l'a pris. Il fumait la pipe aussi, donc on dit que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce qu'il était crédible en fumeur de pipe. Mais le passage de Jean Richard en Maigret était pas forcément évident, encore une fois. Alors lui, il va garder l'uniforme Maigret, c'est-à-dire justement la pipe, le manteau, le chapeau, hein, c'est presque un uniforme qui va promener donc pendant quasiment 2 décennies. Au début, le succès n'est pas forcément au rendez-vous, et puis petit à petit, le rendez-vous va s'installer, et la série, en fait, va marcher.
Alors, Jean Richard souvent raconte que Simenon lui a dit qu'il était très content de son interprétation. Il y a d'autres endroits où on trouve en fait l'idée que Simenon n'était pas du tout content de l'interprétation de Jean Richard, parce que justement, Jean Richard jouait un petit peu trop gangster, enfin film de gangster américain, et en particulier, en fait, il n'enlevait pas son chapeau, il parlait pas bien aux dames, et c'était pas du tout ça que Simenon voulait pour son Maigret. Alors, au début, ces épisodes de Maigret sont en noir et blanc, hein, bien sûr. Et puis, à partir de 72 et de Piotr le Letton, c'est le premier Maigret en couleur. Alors c'est assez drôle parce que ce premier Maigret en couleur de la série Jean Richard, c'est aussi le premier Maigret de la série des romans. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais bon. Donc il y a énormément d'adaptations. C'est une époque aussi où la télévision française peut avoir un petit peu d'argent, donc il y a aussi un Maigret en Arizona qui est tourné. Parfois, il y a des déplacements, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont censées se passer, par exemple au Sable d'Olonne, bon, qui vont être déplacées à Saint-Martin-en-Ré. C'est pas très significatif. Il y a aussi un truc assez intéressant. Alors, il y a si je ne me trompe pas, il y a un épisode qui s'appelle Le port des brumes. Alors, c'était Ouistreham dans le livre, c'est déplacé à Port-en-Bessin. Et puis, dans un autre épisode, au rendez-vous des Terre-Neuva, alors, Fécamp devient Saint-Malo, ça c'est pas très grave, mais il faut expliquer en fait comment marche la pêche. Et en fait, on va prendre des images tirées d'un documentaire, 22 hommes dans un bateau, pour en fait parler de la pêche. Donc là, il y a vraiment quand même un petit côté ORTF, qualité française. En même temps, c'est l'occasion d'apprendre comment la pêche se fait au rendez-vous des Terre-Neuva. Au début, en fait, il y a quand même un respect des années 50 et tout ça, hein. Dans le premier épisode, donc Cécile est morte, on se fonde sur des reconstitutions en photo du bureau du Quai des Orfèvres pour recréer ça en studio. Dans les années 70, d'ailleurs, on pourra tourner directement dans les locaux de la police, ce qui est un signe que la série s'est installée. Mais au fil du temps, hein, puisque c'est quand même une série qui va aller jusque dans les années 90, on va noter que cet ancrage historique, il va un petit peu se déliter. Et en fait, il y a des épisodes en fait, où on entend les chansons du moment, mais pas du moment de la diégèse du roman, mais les moments où est tourné l'épisode, ce qui correspond sans doute à une sorte d'identification, voilà, c'est-à-dire que le Maigret que vous voyez est un Maigret qui est de nos jours, ce qui n'est pas très grave parce que de toute façon la série romanesque des Maigrets faisait fi d'une sorte de vraisemblance temporelle puisque Maigret ne vieillit pas, donc on peut bien tout à fait le déplacer. Alors il y a des choses intéressantes aussi, esthétiques, hein, il y a une confidence de Maigret qui se fait en flashback, il y a aussi en fait l'utilisation de voix off dans certains Maigrets, c'est généralement en fait des adaptations extrêmement scrupuleuses. Et puis, mais ça sera aussi le cas pour le Crémer, il y a des apparitions d'acteurs absolument fabuleux en fait dans les Maigrets Jean Richard, hein, avec Michel Galabru par exemple qui apparaît, mais aussi Jean-Pierre Bacry, et puis les vieilles gloires théâtrales de l'époque comme Georges Marchal et Robert Manuel, ce qui légitime aussi la série télévisée. Donc la série s'interrompt en 90 sur Maigret à New York et en fait elle reprend en 91 mais en changeant d'acteur avec donc Bruno Crémer. Alors c'est venu en fait du désir de nouveaux producteurs qui avaient racheté les droits de rajeunir peut-être un petit peu cette série qui en effet se ralentissait un petit peu et était devenue un petit peu télé à la papa ou télé à la pépère. Au début, les producteurs avaient pensé à Julien Guillaumard et puis il n'était pas libre parce qu'il tournait un autre policier pour la télé déjà. Et donc, c'est Bruno Crémer qui va être chargé du rôle. Au début, il n'est pas très convaincu. Il dit lui-même que peut-être ça serait bien que Maigret change à chaque fois. Et puis, il va quand même tourner pendant très longtemps, jusque même en 2005, jusque le dernier qui est Maigret et l'Étoile du Nord,
avec ce côté un petit peu tragique qui est que là, l'acteur est déjà très malade de son cancer de la gorge et donc il est doublé en fait, il est post-synchronisé par un autre acteur pour cet épisode, ce qui fait un petit peu scandale également. Alors au début, cette série avec Kremer, elle est censée être en fait une production française et puis bon, il y a des aléas puisqu'il y a un dépôt de bilan. Et donc, ça devient une coproduction européenne et donc c'est tourné à l'étranger pour diminuer les coûts. Donc, en fait, autant le Jean Richard de plus en plus était tourné de nos jours, autant le Kremer en fait tend vers une sorte de qualité cinématographique de reconstitution. Alors parfois c'est tourné en République tchèque ou à Cuba, donc c'est parfois un petit peu étonnant. Il y a aussi des déplacements, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui est déplacée en Finlande parce qu'il y a des aléas d'adaptation et puis de coproduction. C'est une série en fait qui adapte beaucoup moins de Maigret que la série Jean Richard, et puis surtout en fait qui adapte des nouvelles de Simenon où Maigret n'apparaît pas, mais où on fait apparaître Maigret. Donc c'est un autre choix. Kremer va vraiment entrer dans le rôle et autant Jean Richard avait gardé l'uniforme, autant Kremer petit à petit va se débarrasser du chapeau, alors pas de la pipe, hein, mais du chapeau, du manteau, voire de la cravate, pour en faire un personnage sans doute beaucoup moins uniforme justement et beaucoup plus profond. Il y a aussi des ajouts un petit peu féministes de temps en temps, c'est-à-dire Madame Maigret est quand même un tout petit peu moins popote, puis il y a une attention au personnage féminin, parce que bon, la misogynie de Simenon est toujours un peu problématique, mais elle est très contextuelle aussi. Mais il y a des ajouts en fait qui font que c'est moins le cas, donc on adapte aussi un petit peu au goût du jour. Et puis surtout en fait il y a beaucoup plus d'humour. Le personnage en fait joué par Kremer est quelqu'un qui fait preuve d'autodérision. Il y a un épisode absolument extraordinaire, c'est l'improbable Monsieur Owen en fait, alors qu'il fait 10 pages chez Simenon, mais qui devient en fait l'occasion d'une sorte de sketch absolument terrible avec Ariel Dombal en espèce de femme évaporée. En fait, c'est un apax tout à fait intéressant à regarder. La série, elle s'interrompt à cause des problèmes de santé de Kremer, et puis en fait, après, il y aura plus d'adaptation. Et voilà, et comme vous l'avez dit, en fait, c'est 2016-2018 pour Atkinson. Alors peut-être qu'on voit ça, nous, avec nos yeux de Français, ne connaissant en effet que Blackadder et Mr. Bean, mais bon, Atkinson, c'est aussi un acteur de composition qui a été formé au classique. Donc c'est peut-être tout aussi incongru que Jean Richard dans les années 60, puis finalement on s'y fait. Alors il y a eu seulement 4 épisodes, la série s'est arrêtée. Eux ont vraiment essayé de rejouer, encore une fois, la reconstitution années 50, et pour ce faire, en fait, ils tournent en Hongrie. Pour l'avoir regardé, le personnage tel qu'interprété par Atkinson, au bout d'un certain temps, en fait, on rentre quand même dans le jeu. Le plus difficile étant évidemment ces intrigues supposément françaises, mais délivrées en anglais, où là, en fait, il faut vraiment y mettre du sien pour apporter un petit peu de crédulité, mais ça peut marcher quand même. Et puis, ce que vous me dites est très intéressant, l'idée que l'évolution scénaristique de Maigret, qui revient aux années 50, notamment avec Atkinson, vous l'avez dit, un petit peu avec Bruno Kremer, quel est le rapport qu'il y a dans les Maigret à l'histoire, justement? Qu'est-ce que là-dessus, vous pourriez nous dire, Corinne, parce que c'est quand même intéressant de se dire que quelque part, il y a aussi peut-être un témoignage sur une certaine époque, celle de l'après-guerre. Alors justement, ça c'est une vraie question, parce qu'en fait, les critiques qui regardent l'œuvre de Simenon et qui se sont penchés sur le cycle de Maigret, alors vous trouvez ça chez tous les critiques, hein, parce qu'on a beaucoup écrit sur Simenon et Maigret, même si Simenon, ça a mis du temps pour qu'il soit légitimé comme écrivain. Enfin voilà, le premier colloque c'est 99, l'entrée dans la Pléiade en 2003, ça fait crier, enfin bon voilà. Mais il y a eu beaucoup de critiques autour, et généralement ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas d'ancrage
historique dans les Simnons. Simnon passait sous silence l'histoire, Simnon minimise l'importance de l'histoire, la toile de fond historique est à peu près totalement blanche. Je vous ai repris des choses que j'ai trouvées dans les critiques. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que Simnon a quand même connu les aléas de l'histoire, il a quand même vécu, si on veut, 2 occupations, hein, quand il était tout jeune à Liège pendant la Première Guerre mondiale, et puis aussi il était en France, coincé à La Rochelle justement pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aussi mentionner le fait qu'il a eu un frère engagé dans la Légion étrangère et qui est mort en Indochine, donc on ne peut pas dire que l'histoire n'a pas fait irruption dans la vie de Simnon, mais on s'accorde à dire que Simnon est ahistorique, et s'il est réaliste, c'est généralement ce qu'on dit, c'est pas d'un point de vue historique. Alors, il y a une explication un peu littéraire à ça, c'est-à-dire que Simnon avait une théorie qui était que lui faisait des romans crise, c'est-à-dire qui parlait d'hommes au bout du rouleau, poussés jusqu'au bout, enfin jusqu'à l'extrémité de leur force, et que lui faisait pas de roman chronique, parce que le roman chronique, c'était le roman de mœurs, le roman d'époque, et je cite, ça ne m'intéresse pas. Hein, c'est dans une lettre à Gide qu'il dit ça. Donc en fait, il a plutôt tendance peut-être à parler de la psychologie des personnages, et justement de façon sans doute universelle, sans que ce soit ancré dans l'histoire. Après, on sait bien qu'il y a quand même des façons de lire les choses, et qu'on peut sans doute voir de l'histoire dans les ouvrages de Simnon. Luc Boltanski a sorti en 2012 un ouvrage qui s'appelle Énigmes et complots, et en fait il consacre un certain nombre de pages à Maigret, au personnage de Maigret. Et selon lui, en fait, alors Maigret, c'est le symptôme, en fait, d'un, je cite, d'un sadisme pantouflard et d'un vichisme modeste. Alors, comment il défend ça? Parce qu'avec le personnage de Maigret, pour la première fois, le détective est aussi un fonctionnaire. Et donc, dans l'imaginaire, j'ose plutôt dire, de Boltanski, Maigret est le symptôme de la police, donc il est coupable de violences policières. Alors, si on lit les interrogatoires et si on regarde les interrogatoires, même dans la série, c'est un peu difficile de trouver ça. Alors, c'est vrai qu'il rudoie les suspects, mais en même temps, souvent, il leur apporte quand même bière et sandwich. Et puis, encore une fois, il a beaucoup de compassion pour les coupables. Mais vraiment, Boltanski, en fait, veut que Maigret soit, en fait, le fonctionnaire zélé. Et ben, du coup, on glisse assez rapidement à Vichy avec l'exécution d'ordres souvent que la morale et que l'histoire réprouvent. Alors, c'est assez étonnant, en fait, comme façon de penser. D'ailleurs, il y a une réponse d'un autre critique qui est Dumortier, qui est assez cinglante et qui dit que la lecture de Boltanski, elle est stimulante, mais elle est sans doute un peu fausse. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est peut-être en effet quand même resituer Simnon par rapport à l'histoire. Alors là, si on sort du cycle des Maigret, il y a quand même... Enfin, si on regarde les Maigret, il y a quand même 3 Maigret qui sont adaptés justement pendant la période de l'occupation par la Continental Film de Sinistre Mémoire. Et puis il y a aussi un film de Simnon qui n'est pas un Maigret, qui est Les Inconnus dans la maison, qui est aussi adapté en fait par cette fameuse Continental Film qui était donc dirigée par Greven. Et en fait, quand on regarde la correspondance de Simnon, il est très content que ses œuvres soient adaptées par la Continental Film. Il est toujours très très poli avec les envoyés de la Continental. On lui envoie le film, il est content. Mais Les Inconnus dans la maison, c'est quand même un film un peu problématique. Alors, sans divulgacher, dans le roman, il y a un personnage, en fait, on pourrait dire en fait qu'il y a une connotation un petit peu antisémite dans le roman de Simnon. Alors qui évidemment ne peut qu'intéresser la Continental Film, mais qui va gêner en fait Henri Decoing quand il va en faire l'adaptation. Alors le scénario il est signé Clouzot, mais Decoing est quand même un petit peu aux commandes, et Decoing va essayer de gommer justement la judéité de ce personnage. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, quand elle verra le film, en fait, elle sera assez gênée devant ce personnage, je cite, de Métèque, qui est de fait joué par Mouloudji, fils d'un Kabyle et d'une Bretonne. Donc déjà, déshistoriciser Simnon, c'est compliqué quand on sait ça.
Mais justement, en fait, alors autant dans les Jean Richard, on peut quand même pas vraiment dire qu'il y ait une réimposition de l'histoire, mais les Crémer le tentent quand même. Alors déjà parce qu'ils sont ancrés dans les années 50 et puis que ce serait un petit peu difficile de pas penser à l'occupation, à la collaboration. Donc c'est dit dans certains épisodes, alors que c'était pas forcément explicite dans les signaux. En particulier, en fait, alors je pense à un épisode qui s'appelle Maigret et les témoins récalcitrants. On ajoute un personnage féminin des origines juives qui explique en fait qu'elle prend parti pour telle famille et pas pour une autre. Et là, le contexte post-Seconde Guerre mondiale est vraiment mis en évidence et à mon avis, le roman en sort enrichi et la série n'en est que plus intéressante par cela. Bon, il y a aussi des choses aussi par rapport aux représentations de femmes. Hein. Dans la série Crémer, on se détache d'un modèle misogyne et patriarcal. C'est aussi, qui était porté très fortement par Jean Richard. C'est aussi l'influence de Crémer, j'allais dire, qui apporte beaucoup d'autodérision et d'humour au personnage. Peut-être pour clore cette petite partie, il y a aussi un épisode absolument fascinant qui s'appelle La tête d'un homme, parce que dans les mémoires de Maigret, donc qui est cette fausse confession du commissaire, il parle de ces malheureux originaires de l'Europe de l'Est. Alors ça permet de remettre un petit peu en perspective l'histoire des inconnus dans la maison et tout ça. Il y a souvent des personnages d'apatrides qui passent dans les romans de Simenon, et La tête d'un homme, c'est aussi l'histoire de ça. Et en fait, du coup, il y a 3 adaptations entre Jean Richard et Bruno Crémer, et qui sont toutes en fait intéressantes à regarder dans la représentation de Radek, ce personnage en fait venu d'Europe centrale, qui est joué quand même par Serge Merlin dans une première version, par Gérard Deserre dans une deuxième version, et par Emmanuel Salinger dans une troisième version, donc c'est quand même pas mal. Et la troisième version, celle de Crémer, elle est historicisée et déshistoricisée dans la mesure où en fait on a l'impression que c'est une sorte de Tchekhov ou de Dostoïevski. Bon, Serge Merlin c'était déjà aussi Dostoïevski, mais où toute la mélancolie des apatrides de l'Europe de l'Est perdue à la coupole en France dans les années 30 se restitue ici, et le passage entre années 30 et années 50 finalement marche très bien dans une sorte de vision des exclus en fait, voilà. Corinne François Deneuve, est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant, peut-être en dernière question sur cette émission sur Maigret, que la série des Maigret, c'est pas une série qui est est-ce qu'elle n'est pas marquée justement par la nostalgie, c'est-à-dire peut-être une nostalgie que moi je verrais quelque part double, à la fois des périodes représentées, des personnages, mais aussi peut-être nous en tant que spectateurs, nostalgie d'un personnage de flic qui a marqué notre jeunesse et la jeunesse de millions de personnes. J'allais dire à l'image de ce de nombreux pays. Si on va outre-Atlantique avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le personnage de Colombo, même si lui, on ne voit pas sa femme. Mais je pensais aussi outre-Rhin, par exemple, avec le personnage de Derrick. Est-ce que cette nostalgie-là, c'est pas un des biais essentiels qui fait qu'aujourd'hui, cette série reste et demeure incontournable comme série policière dans le monde francophone ? Alors en effet, oui, vous le dites bien, il y a 2 sens à cette nostalgie. Il y a la nostalgie de l'époque passée, parce que plus on regarde les séries, plus elles sont ancrées dans une sorte de chromo presque idéal des années 50. Hein. Je l'ai dit, mais le Jean Richard, il est de plus en plus de nos jours. Le Crémer, en fait, c'est la France des années 50, reconstituée en République tchèque, avec de la belle ouvrage cinématographique. Et si on regarde la série de la BBC avec Rowan Atkinson, même les images, enfin ça fait un peu chromo, Amélie Poulain, donc dans l'esthétique, il y a cette nostalgie. Oui, il y a aussi la nostalgie, je pense, d'un flic psychologue, compatissant, sans armes, sans scène d'action, donc c'est rassurant, ça repose. Et oui, puis il y a sans doute quelque chose qui joue dans la psychologie des peuples. Alors vous avez parlé d'Éric.
Finalement, dans la lenteur, il y a quelque chose aussi sur Derrick et sur Maigret. C'est l'ami idéal des après-midi, puisque les crémères en fait ont été rediffusés pendant l'été en fait l'après-midi, et c'était absolument idéal par ces temps de Covid où on cherche à digérer. Donc il y a ça aussi. Et puis je pense qu'en effet, il est entré dans la mémoire et qu'il y a presque une filiation, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut dire que les grands-pères ou les pères ont regardé Jean Richard, la génération suivante a regardé les crémères, et puis il y a sans cesse des diffusions, des rediffusions. Alors il paraît que le Maigret de Jean Richard est la série la plus demandée sur le site de l'INA Madeleine, et comme je l'ai dit, en fait, le crémère a fait les beaux jours de l'été 2020, je crois, sur C8. Alors oui, il y a un côté patrimoine rassurant. Je pense qu'aussi, voilà, à partir du moment où ça parle d'un flic rassurant dans une France qu'on idéalise un petit peu, hein, c'est les 30 Glorieuses. Il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de chômage, il y a des petites épiceries à tous les coins de rue, c'est joli, c'est mignon. Ça permet sans doute une petite dimension, alors nostalgique, ou en tout cas sans doute escapiste, qui permet de nous sortir un petit peu de ce quotidien difficile. Voilà, Maigret nous réconcilie peut-être avec une certaine idée de la police ou une certaine idée de la France, si on veut finir par des phrases historiques. Nous étions donc dans l'épisode 98 d'Histoire en série, où j'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir Corinne François Denève pour une présentation à la fois exhaustive et complète, bien sûr, de Maigret. Pour celles et ceux qui voudraient d'ailleurs aller plus loin, Corinne nous a donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de cet épisode sur notre site histoireensérie.com. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé et qui voudraient avoir les liens pour aller écouter directement l'épisode, rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr pour voir tout ça. Et puis pour celles et ceux qui voudraient discuter avec nous, échanger, avoir d'autres idées ou nous proposer même des idées d'intervention ou de série, rendez-vous sur Twitter et sur la page Facebook du podcast Histoire en série. Corinne François Denève, merci beaucoup, et puis j'espère à bientôt pour une autre série. L'appel a été lancé. Plus belle la vie. Rendez-vous bientôt. Merci infiniment. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by